Bonjour à tous, bienvenue. Voilà une nouvelle semaine qui démarre avec le ZCL en direct de RHT Guadeloupe sur la 89.8 et la 90.8. Alors voyons tout de suite ce qui fait l'actualité donc de ce mardi 9 mai. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, vous le savez, qui est donc président de la République, les réactions de quelques ultramarins visiblement satisfaits de ne pas voir Marine Le Pen à l'Élysée. Et on continuera également avec l'esprit d'entreprendre. Cette mini-entreprise représentant plus de 140 lycéens mini-entrepreneurs exposaient leur production dans le cadre de l'opération Entreprendre en lycée. La foire Expo était donc l'occasion de valoriser leur production, nous le verrons dans un instant. Et on terminera avec de la voile. L'équipage Cap Excellence de voile traditionnelle a ramené la Saintoise qui a été construite par Alain Foy à Terre-de-Haut. Et on commence tout de suite avec ces réactions, je vous le disais, les ultramarins qui donc se félicitent de ne pas voir Marine Le Pen donc à l'Élysée. On écoute tout de suite ce reportage signé Maurice Cessé, notre correspondant à Paris. J'applaudis la victoire d'Emmanuel Macron déjà, qui a fait barrage à Le Pen. Parce que le Front National pour moi, pour moi je considère que c'est un parti raciste. On n'a rien à voir avec eux, en fait. Et en tant qu'Antillais, en tant que Martiniquais, quand je suis sur Paris, on ne fait pas de distinction entre si je suis français ou pas. Pour eux, je suis un étranger, quoi. Donc je suis bien content qu'on ait pu faire barrage à Marine Le Pen. Alors, ma réaction, elle est comme celle des 65% de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Je crois qu'on a fait là un vote de raison par rapport à ceux qui avaient en face. Parce que tout le monde connaît les idées de Marine Le Pen. C'est pas au lendemain de l'élection elle va changer. Je pense que le vote qui a eu lieu hier, c'est un vote de confiance, d'une part, mais c'est un vote de raison. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, puisque c'est un jeune homme qui a quand même une certaine expérience en politique. Il est allé vite. Sa politique, je l'ai bien analysée, je sais qu'il va favoriser, mais en tant qu'homme de tourisme, puisque je ne suis pas un homme politique, je suis très difficile en ce qui concerne le vote. En tant qu'homme de tourisme, je pense que ce n'est pas le plus mauvais choix. Oui, on a eu très peur, parce que la bête est là, la bête, c'est-à-dire la haine. La haine est parmi nous, la preuve c'est que nous les Antillais, on est divisés, Caribéens même, on est divisés. Et ces derniers, pour nous, fait, c'est quitter la haine rentrée. Donc, qui Guadeloupéen, qui Martiniquais, qui Haïtien, qui Dominicain, nous tous ces mêmes. Il ne faut pas oublier ça. Pas quitter bête la rentrée parce que ils sont là. Donc, maman, merci. Et puis on nous continue parce qu'elle n'a pas fini, il faut nous toujours véatifs. Alors dans l'église catholique on dit que Emmanuel c'est Dieu parmi nous. Et aujourd'hui on fête la Sainte Jeanne d'Arc qui a quand même sauvé la France. Alors la seule chose que j'espère c'est que le vote des Français aura pu mettre, je dirais, en évidence et sur le trône, je dirais, quelqu'un qui va pouvoir nous sauver, quelqu'un qui va pouvoir comprendre les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, tous les Outre-mer. C'est très important d'avoir un président, je pense, qui puisse comprendre qui on est, qui puisse faire avec le métissage, qui puisse aussi montrer à nos compatriotes français de Bretagne, de Corse ou d'ailleurs, que nous sommes aussi là avec eux, que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir représenter la France et qu'il n'y ait plus de barrière entre une commune et une autre, qu'il n'y ait plus de barrière entre une région et une autre et que justement, j'espère, qu'Emmanuel Macron pourra nous donner, je dirais, cette chance à nous, Français des Outre-mer, d'avoir autant de place qu'un Français de Bretagne, un Français de Normandie ou un Français de Nice. Et on continue donc avec des réactions, vous le savez, donc il est président maintenant Emmanuel Macron, et bien avec plus de 20 millions de Français qui ont voté pour lui, soit à peu près 66,1% des votes contre 33,9% pour Marine Le Pen, et bien plusieurs élus se sont prononcés donc suite à ces résultats. On écoute tout de suite la réaction du maire de la ville des Habits, monsieur Éric Jalton, au micro de Maxime Morel. Nous réjouissons évidemment de l'élection d'Emmanuel Macron que nous avions soutenu au courant de la pré-campagne du premier tour, parce que nous apercevons que dans l'offre progressiste
écologique d'ailleurs aussi, hein, humaniste, démocratique, républicaine au sens large. C'était Emmanuel Macron qui nous semblait le mieux placé pour pouvoir se qualifier au premier tour, ce qui n'était pas gagné d'avance pour le camp progressiste, et ensuite battre notamment Marine Le Pen au deuxième tour. Et sachant que Mélenchon et Hamon, qui sont des progressistes, hein, écologiques aussi, hein, qui avaient de très bonnes propositions, mais n'étaient pas forcément en mesure, faute d'union, d'offrir cette possibilité. Donc Emmanuel Macron offrait cette possibilité, nous l'avons soutenu à fond pour s'assurer de sa présence au deuxième tour et surtout de sa victoire au deuxième tour face au camp extrémiste incarné par Marine Le Pen. Donc c'est une belle victoire que nous saluons. Nous soutenons l'action du président, nous voulons qu'il réussisse. Nous savons que dans son programme, il y a quelques aspects sur lesquels nous devons être vélatifs, sans doute avec notre prochain député Rosan Rosuel amendé à l'Assemblée nationale, mais tout en soutenant globalement les bonnes mesures progressistes qu'il y a écologiques aussi, qu'il y a dans son projet. Ce sera notre posture. Et on continue toujours dans le paysage politique avec cette fois M. Jocelyn Sapoti, maire de la ville de Lamentin, qui donne également ses réactions suite à l'élection d'Emmanuel Macron au micro de Jeff Taylor. C'est vrai que le nouveau président, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français ont voté pour lui parce qu'on était dans le choix d'un système de valeurs. On ne partage pas forcément tout son programme, mais il fallait choisir quelle France qu'on veut. Est-ce qu'on veut une France solidaire, une France avec des valeurs humaines, ou une France aujourd'hui qui rejette l'autre et une France discriminatoire et raciste? En fait, on était dans un choix très binaire. Et je pense que là, la France majoritairement a dit qu'elle est la France des Lumières. Et moi, c'est ce que je reconnais, que je salue aujourd'hui, cette France des Lumières, cette France des philosophes, et porteuse, je pourrais dire, d'une philosophie qui est une philosophie humaniste. Est-ce qu'on a des attentes? Bien sûr qu'on a des attentes. Moi, j'ai beaucoup d'attentes déjà en tant que maire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pour les collectivités à renforcer les moyens, nous donner des moyens, nous en collectivité, nous qui sommes en proximité par rapport à la population, de pouvoir combattre l'isolement, de pouvoir combattre la pauvreté, de pouvoir aider nos jeunes qui ont besoin de repères, mais qui ont besoin d'insertion aussi, qui ont besoin de s'insérer dans la vie professionnelle. Qui est mieux placé aujourd'hui qu'une municipalité pour pouvoir le faire? Travailler avec les associations, travailler avec les réseaux de quartier, c'est nous. Alors moi, ce que j'attends principalement, c'est que, eh bien, je pourrais dire, ce nouveau gouvernement nous donne les moyens pour pouvoir mettre en place cette politique-là. Moi, je l'attends. Donc, qu'on réduise sous les moyens des collectivités, non, on ne pourra pas continuer comme cela. Je le dis très sincèrement qu'aujourd'hui, les collectivités ont besoin de souffle. Les collectivités ont besoin de moyens juridiques, mais aussi ont besoin de ressources et de ressources financières. Donc, nous, on attend cela. J'ai entendu dans son programme, effectivement, et ça nous inquiète tous, qu'il remet en cause la taxe d'habitation. Nous attendons effectivement le dispositif pour savoir comment ça se mettra en place et par quelles ressources que ce sera remplacé, puisque c'est une ressource quand même importante pour les collectivités. Ça peut être une bonne chose, je pense, pour les contribuables, si effectivement il y a un autre modèle de taxation et qui pourrait faire en sorte que la base soit beaucoup plus élargie et que ça soit moins douloureux pour le contribuable. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une taxe aujourd'hui qui est dynamique au niveau des collectivités et qui nous permet effectivement de mettre en place nos politiques publiques. Et je vous le disais en titre, cette mini-entreprise représentant plus de 140 lycéens mini-entrepreneurs exposaient donc leur production dans le cadre de l'opération Entreprendre en lycée. Une foire expo était donc l'occasion pour eux de valoriser leur production et ainsi les mettre en situation réelle de vente, de relations clients ou encore de communication. Souvenez-vous, Entreprendre en lycée, c'est une démarche pédagogique de sensibilisation à la culture entrepreneuriale conduite donc dans la région académique
de Guadeloupe et cela depuis 2002. Elle permet donc de combler le fossé culturel existant entre l'école et l'entreprise. Nous sommes partis à leur rencontre donc de ces 17 mini-entreprises, soit à peu près 135 élèves composés chacune de 5 à 8 jeunes qui ont donc été créés. Ça se passait donc dans les galeries de Carrefour. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. C'est une opération qui permet à des élèves dans des groupes de 5 à 8 élèves de découvrir la culture entrepreneuriale en créant des mini-entreprises au sein des établissements scolaires. Il s'agit de quoi? Il s'agit de définir un produit ou un service, de le commercialiser et de le mettre en valeur. Aujourd'hui, à Destrélan, ils peuvent rencontrer la population guadeloupéenne, de vrais clients, et ils pourront être confrontés à cette réalité économique, celle de chez nous. Dans notre mini-entreprise Copobio, nous proposons à nos clients 2 types de tables basses. Une en palette de bois bambou, avec une vitre en verre et des tiroirs. Et une autre table basse, c'est notre produit innovant, notre produit phare. Et une autre table basse en bambou, vitre en verre, qui est à des prix abordables. Nous aurons aussi des produits de décoration intérieure et extérieure en bambou. Donc on va pouvoir retrouver des sucriers, on va pouvoir retrouver aussi des pots de fleurs, des pots de stylos qui sont vendus pas cher pour être accessibles à l'ensemble de notre clientèle. Bien sûr, nous sommes en partenariat avec beaucoup d'entreprises qui sont la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est notre premier partenaire qui nous a fourni 2 parrains exceptionnels, M. Francis Barbin et M. Francis Fazer, qui sont artisans en bois et en bambou et qui nous ont aussi permis d'avoir notre atelier de production à Gozéard sur la route de la Riviera. Donc nous sommes aussi une entreprise dynamique. Nous sommes une équipe de 5 jeunes filles qui vous avez vu qui valorisent, qui met en avant l'artisanat qui est souvent considéré comme le côté un peu le côté masculin. Donc votez pour nous sur le site Entreprendre en lycée. C'est la mini-entreprise Copobio, innovant, attrayant et bon plan. Et on termine cette édition avec du sport. L'équipage Cap Excellence de vol traditionnel a ramené donc la Saintoise, construit par Alain Foy, donc à Terre de Haut. Il s'agit donc pour ces jeunes en insertion triés sur le volet d'appréhender leur canot avant de participer aux 2 courses qualificatives pour le TGVT. Coaché par Franck Fazian de Casabroc, l'équipage a donné le meilleur de lui-même pour porter haut les couleurs de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Me regarde ces images signées Nicolas Hatchi. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on a des navigants qui sont autour d'un seul projet, c'est la voile traditionnelle. Il y a eu pas un putsch, il y a eu une demande d'éclaircissement sur un certain nombre de points et on se rend compte qu'aujourd'hui tout le monde regarde dans le même sens. Donc c'est naturel que ce soir il y ait des partenaires, qu'il y ait des patrons, qu'il y ait des constructeurs, qu'il y ait tout ce monde qui gravite autour de la voile traditionnelle, qui soit rassemblé et qui veut justement porter ce projet pour aller tous encore une fois dans le même sens. Il s'agit clairement justement de créer quelque chose qui va accompagner le CGVT. Alors après, libre à chacun de prendre sa position et de dire j'y vais ou je n'y vais pas. Force est de constater que depuis que les élections ont eu lieu, il y a des entraînements qui ont été organisés par les équipages et le souhait de chacun, encore une fois, c'est de naviguer. Donc je pense que naturellement, que ce soit le TGVT ou que ce soit à la fin du championnat, la majorité des canots y adhéreront. Il n'empêche, et néanmoins c'est ce que nous on souhaite, c'est que, encore une fois, que le président du CGVT actuel entende ce que les canots ont à lui dire et qui prenne en compte en considération ce que nous on souhaite faire remonter. On est à la base de la création de l'association de classe. Il y a 26 canots qui ont effectué un vote ce soir pour la création de l'association de classe. Cette année est une super année parce que c'est la première année que des patrons, des navigants, des acteurs de la mer, de la voile traditionnelle sont aujourd'hui autour d'une table à discuter à la création de l'association de classe. Ça veut dire se rassembler, on va être cadré. Ça veut dire qu'on va avoir la jauge. Cette jauge va être déposée et avec l'association de classe de ces canaux-là. Ça veut dire qu'on aura un classement qui sera maintenant mis en ligne
directement à la Fédération du nautisme, non, à la FFV, pardon, à la FFV, ça veut dire que là, nous serons reconnus. Nous ne serons pas une catégorie de canaux dans la voile légère. Ça veut dire que nous serons vraiment dans un cadre qui est le nôtre. Il était nécessaire de progresser, de faire évoluer cette voile qui a aujourd'hui un peu plus de 15 ans. Et donc c'est presque une majorité quelque part. Et donc il nous faut évoluer. On en avait déjà parlé lors de manifestations où il y avait eu un peu d'événements urticants pour l'ensemble des participants de cette voile traditionnelle. Aujourd'hui on est dans le formalisme, on essaye de faire avancer les choses en créant du constructif pour l'ensemble de la flotte de voile traditionnelle. Je suis content ce soir, puis ça fait quand même quelques années. Je pense que j'étais pendant quelques années incompris. Et je pense que maintenant on voit l'ensemble de la flotte s'adhère, qui s'accroche vraiment. Je félicite Claude parce que ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il fallait prendre une décision. Le moment est arrivé maintenant. Ça fait on a perdu trop d'années qu'on perd du temps comme ça. On n'avance plus. Ça fait un bout de temps qu'on n'avance plus. Il faut changer les choses. 13h, c'est l'heure de marquer une courte page de publicité. Alors restez à notre écoute puisque on va parler voyage avec Elisabeth Adélaïde avec sa chronique tourisme. Nous recevrons également Emeline Adémar avec l'ABC Entreprise et on terminera avec la rubrique très appréciée, la rubrique Chrysalide faite par Suzy Zozio. À tout de suite. De retour donc dans les ZCL, je vous le disais, on va recevoir Elisabeth Adélaïde qui va nous parler de sa chronique tourisme comme chaque semaine. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mandy, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, cette semaine, on va revenir aux croisières. C'est vrai que la saison est terminée au départ de Pointe-à-Pitre, mais comme je l'ai expliqué, les bateaux donc repartent vers la Méditerranée. Donc, c'est le cas des 3 bateaux qui étaient chez nous toute la saison hivernale. Et là, maintenant, ils sont repositionnés en effet sur la Méditerranée. Donc, c'était l'occasion pour moi d'en parler. Donc, on a parlé la semaine dernière de Barcelone. J'ai dit que c'était un port très important de la Méditerranée. Donc, c'est vrai qu'on a différentes compagnies de croisière qui partent notamment de Barcelone. Bon, les plus connues pour nous, c'est Costa, MSC. Mais on a aussi la compagnie Royal Caribbean avec son magnifique bateau qui est le Freedom of the Seas. Qui donc part de Barcelone et qui nous permet de découvrir des escales plutôt sympathiques de l'Europe, à commencer par Marseille où on peut découvrir le Vieux-Port, mais aussi le MUSEM. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Après, on va à Nice, en Italie, jusqu'à Rome. Bien sûr, Rome, c'est une des villes mythiques de l'Italie et on peut découvrir la basilique ou encore le Vatican. Et puis Naples, une très très belle ville que je vous invite à découvrir avec le Vésuve, le fameux volcan, et Pompéi qui est la ville qui est restée figée après le volcan du Vésuve. Et puis on revient sur Barcelone. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier itinéraire qui est très sympathique au départ de Barcelone. Après, on a aussi des départs de Marseille. Donc c'est simple aussi pour nous, pour ceux qui vont sur l'Europe. On peut donc embarquer à bord du Costa Magica, un bateau qu'on connaît bien nous aux Antilles. Et là, on découvre plus les îles de Canaries, Tenerife, Madère, l'Espagne avec Malaga et on fait une dernière escale aussi sur Rome. Donc ça, c'est une croisière de 10 jours qui commence et puis après, le bateau est repositionné sur Savone en Italie. Donc voilà, c'est une deuxième possibilité. Au départ de Marseille, on a aussi un très très beau bateau de la compagnie Costa qui est le Costa Diadema, qui est un bateau relativement récent puisqu'il est arrivé depuis 2014. C'est un bateau qui a près de 5000 passagers, donc là on rentre dans des gammes de bateaux effectivement un petit peu plus élevées en termes de capacité. Et sur ce bateau, bien sûr on a de nombreuses activités comme ce que j'ai expliqué. L'avantage du bateau, c'est toutes les merveilleuses activités qu'on a à bord pour les enfants, pour les adultes, donc en famille, entre amis, il y a des activités pour tout le monde. Donc ça va du club pour les enfants avec
Bien évidemment, la prise en charge par tranche d'âge, donc les enfants trouvent toujours des amis et de quoi s'amuser, mais aussi toutes les activités liées le soir au spectacle, la restauration, donc tout ça, voilà, vous retrouvez ça aussi sur la Méditerranée. Ensuite, on peut aussi embarquer de Nice. Donc encore une facilité à bord du Costa Fascinosa, et là on va découvrir plus l'Italie et avec Naples, Palerme et les Baléares aussi avec Ibiza. Donc voilà, c'est des destinations sympathiques pour l'été, puisqu'on sait que c'est la fête, hein, Ibiza, pour ceux qui aiment la fête. Voilà, donc sur le Costa Fascinosa, ou encore, on peut encore embarquer au départ de Venise. Donc Venise, là c'est une croisière que j'affectionne tout particulièrement, qui est la découverte des îles grecques. Donc c'est vrai que ce sont des couleurs magnifiques, c'est bleu, blanc, la mer a une couleur aussi très particulière. Donc c'est l'occasion de découvrir effectivement Mykonos, la Pirée, avec Athènes, Sarande, et puis d'aller jusqu'à Dubrovnik, donc la Croatie, qui est un pays mitoyen de l'Italie et qui est un très très joli pays aussi de la Méditerranée. Donc voilà, et puis c'est l'occasion aussi de dire que MSC va sortir son dernier bateau, 5700 passagers. Oh. On en avait déjà parlé, c'est le MSC Meraviglia, qui est un bateau tout à fait magnifique avec des piscines extraordinaires, originales. C'est vrai que c'est un nouveau concept avec des innovations perpétuelle, et donc c'est un bateau que je vous invite à découvrir, et donc à partir du 3 juin il va faire sa première navigation, on va dire, et sa première croisière. Donc ça aussi c'est un très beau bateau que je vous invite à découvrir, et qui va nous faire découvrir donc toutes ces îles de la Méditerranée. D'accord, mais alors Elisabeth, pour ceux qui ne peuvent pas partir donc en Europe, est-ce qu'il y aura des départs de la Caraïbe? Alors départ de la Caraïbe, oui. Ça, c'est tout au long de l'année. Donc, on a un départ qu'on aime beaucoup, qui est le départ de Porto Rico, avec un bateau qui a été rénové, qui est le Adventure of the Seas. Un bateau que j'affectionne particulièrement. Vous avez du patin à glace à bord, vous avez une très très grande promenade avec du shopping, des petits restaurants, tout ça c'est inclus, donc vraiment une bonne ambiance. Donc ça c'est au départ de Porto Rico. Sinon au départ de Miami, donc on en a toute l'année, des mini croisières au départ de Miami, ou des croisières un peu plus longues avec l'Harmony of the Seas au départ de Fort Lauderdale, ou encore le MSC Divina qui est maintenant toute l'année au départ de Miami. Donc je vous invite à venir nous voir pour découvrir ces belles croisières avec des destinations dont on a déjà parlé, le Mexique, Cozumel, voilà, avec également la Jamaïque. Donc ce sont des très très jolies croisières à découvrir. D'accord, et c'est déjà possible de réserver sa croisière pour la saison prochaine? Alors oui, au départ de Pointe-à-Pitre. Au départ de Pointe-à-Pitre. Au contraire, je vous invite à le faire puisque les ventes sont ouvertes. On a des bons tarifs, des bons tarifs, des bons rapports qualité-prix. Et surtout pour les familles avec des cabines quadruples ou des cabines multiples, je vous invite à venir nous voir rapidement pour pouvoir déjà réserver, et ça vous permet d'échelonner et de payer plus facilement votre croisière. D'accord, voilà. Très bien. Et puis on rappelle l'assurance qui est très importante pour le voyage. Pas obligatoire, mais fortement conseillé, surtout quand on voyage avec des enfants et à l'étranger. Et puis les petits conseils, bien sûr, vérifier ses papiers, les petits conseils pour bien voyager tranquille. Voilà. D'accord, très bien. Et puis on peut rappeler encore les adresses pour vous trouver, Elisabeth. Donc les agences Riverain Tour, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre et Marie-Galante au 05 90 91 72 10 sur le www.zcl.tv et le www.rivetour.com. Très bien, merci beaucoup Elisabeth. Alors la semaine prochaine, un petit avant-goût, on parlera de quoi? Alors on va certainement continuer dans les croisières, un petit peu original aussi. Oui. Mais voilà, on va voyager encore un petit peu dans les croisières, ça fait toujours rêver. D'accord, très bien, merci beaucoup Elisabeth. On vous dit donc à la semaine prochaine. Avant donc d'accueillir notre prochaine chroniqueuse, Emeline Adémar, une petite brève puisque le maire du Gosier informe les parents d'élèves
des écoles Turenne-Thénard de Grandbois que la réouverture est donc prévue le mardi 16 mai aux horaires habituels. Une mesure qui annonce donc la fin du redéploiement des élèves dans les autres établissements scolaires de la ville, ainsi que des mesures transitoires prises à cet effet, entre en l'occurrence le transport, la restauration et la garderie notamment. Les enfants seront donc de nouveau accueillis dans leur classe d'origine respective. Voilà donc pour ce petit communiqué. Et on continue tout de suite avec nos chroniqueuses du jour, en l'occurrence Emeline Adémar, bonjour. Bonjour Mandy. Qui est là donc pour nous présenter la chronique ABC des entreprises. Mais avant de l'accueillir, on regarde donc le générique. Bonjour Mandy. Bonjour Emeline. Alors ça y est, donc on vous retrouve aujourd'hui autour d'un thème d'actualité qui est donc la déclaration d'impôt sur le revenu. C'est un sujet assez délicat mais qui intéresse l'ensemble donc de nos téléspectateurs qui nous regardent, moi en l'occurrence. Donc alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème? De quoi allons-nous parler? Quelle est la date limite de dépôt? Je sais que maintenant on peut également faire par internet. Alors dites-nous un petit peu tout à ce sujet. Alors bonjour chers téléspectateurs, alors j'espère que nos téléspectateurs n'ont pas attendu cette chronique déjà pour pouvoir faire, on va dire, leur déclaration d'impôt sur le revenu, en sachant qu'en fait les jours passent très vite et les délais par contre eux ne se rallongent pas. Ouais. Alors pour répondre à ta question Mandy, à savoir quelle est la date limite de dépôt, il faut savoir que dans le premier cas de figure où nous devrions déposer la déclaration d'impôt sur le revenu en version papier, la date limite est fixée au 17 mai 2017. Donc ça, c'est pour la déclaration papier. D'accord. Et comme tu disais, pour le passage, on va dire, à la dématérialisation, qui est un passage, on va dire, quasiment obligé pour la plupart de nos contribuables, on a jusqu'au 6 juin 2017, donc, pour pouvoir faire notre déclaration en ligne, en sachant qu'il y a une obligation pour toutes les personnes qui ont, qui ont des revenus 2015 qui excédaient 28 000 euros, de faire une déclaration dématérialisée. Donc, dès lors que les revenus de l'année 2015 excèdent 28 000, ils sont obligés de faire directement en ligne. Et on voit actuellement donc qui s'affiche sur l'écran le portail sur lequel on peut effectuer cette formalité. Donc c'est le www.impôt.gouv.fr. Donc la photo qui est projetée nous permet de voir que lorsqu'on a déjà créé un compte sur impôt.gouv, on a la possibilité de nous connecter en renseignant le numéro fiscal et notre mot de passe. Et dans le cas où ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de créer votre espace en renseignant le numéro fiscal qui apparaît directement, c'est donc l'encadrer sur la droite, j'espère pour moi du moins. Et donc voilà, j'encourage tout le monde à faire sa déclaration en ligne. D'accord, mais alors Emeline, concernant donc les composantes de l'impôt sur le revenu, quelles sont-elles et comment l'impôt est-il calculé ? Comment l'impôt est-il calculé? Donc, il y a plusieurs catégories de revenus qui rentrent en compte dans la déclaration d'impôt, à savoir, pour ce qui est de plus, on va dire, le plus régulier, ce sont les salaires et traitements. Donc, on va parler des catégories. Salaires et traitements, donc ce sont les salaires en général perçus en fin de mois. Les revenus de capitaux mobiliers, donc ça c'est tout ce qui concerne en général soit la perception de dividendes ou alors les intérêts perçus sur les placements qu'on a eu au cours de l'exercice 2016. Ça peut être également les revenus fonciers, donc les revenus fonciers qui sont issus des locations que les contribuables réalisent, donc auprès de particuliers ou autres. Les bénéfices industriels et commerciaux, donc ça c'est une catégorie d'imposition qui est relative aux entreprises. Donc ça c'est spécifique, en général ce sont les commerçants ou les gens de cette catégorie. On a également les bénéfices ou les déficits de l'exploitation agricole. Alors c'est valable également pour les déficits industriels et commerciaux, mais pour bénéfices et déficits de l'exploitation agricole, donc ce sont pour tous ceux qui sont en général des agriculteurs et qui relèvent de ce régime. On a également les bénéfices ou les déficits qui sont extraits des professions non commerciales. En général, ce sont plus les professions libérales. Donc ça peut être médecin,
médecins, avocats, toutes les personnes qui fonctionnent, on va dire, de façon libérale. Et puis, on a aussi les revenus de certains dirigeants d'entreprise. Donc ça, en général, c'est relié avec les traitements et salaires. Ou encore, et surtout, il ne faut pas oublier d'intégrer les revenus qui peuvent être de sources françaises ou étrangères. Alors, pour répondre à ton autre question, Mandy, qui est de savoir... comment est calculé l'IR? Donc, il faut savoir que c'est une addition de l'ensemble de ces revenus par foyer fiscal. Alors, un foyer fiscal, ça peut être une personne, ça peut en être plusieurs, ça peut être également, quand je dis plusieurs, un couple plus ses enfants, en sachant qu'il faut toujours s'interroger de savoir effectivement qui compose le foyer fiscal, parce qu'il peut parfois être avantageux d'intégrer des enfants qui sont déjà majeurs au foyer fiscal afin justement d'augmenter le nombre de parts dont on bénéficie, notamment si par exemple ces enfants qui sont majeurs poursuivent des études. Donc en général, on peut rattacher tous les enfants qui ont moins de 21 ans d'emblée. Mais par contre, pour attacher les enfants qui ont moins de 25 ans, il faut qu'ils poursuivent des études, c'est-à-dire soit qu'ils soient inscrits et qu'ils préparent un diplôme ou autre, ou alors il faut que ces enfants soient infirmes ou relèvent d'un service national, par exemple. Et là où c'est, comme je disais, intéressant, c'est que plus on a de parts, et donc plus on abaisse le revenu global de la famille, et par conséquent, plus on peut voir notre impôt diminuer. Il faut savoir également que lorsqu'on a on est parent isolé, il est aussi important parfois de le noter et de ne pas oublier parce que ça donne droit à une demi-part supplémentaire, contrairement à lorsqu'on est un parent, quand on est un parent qui bénéficie, qui est tout seul, s'il ne mentionne pas la notion d'isolé, il peut perdre droit à un certain avantage fiscal. D'accord, alors ça fait quand même beaucoup de données à compiler. Emeline, alors qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vrai qu'on entend souvent également parler de frais réels ou d'abattement de 10%, de micro-foncier, de dividendes. Ça fait beaucoup de mots, j'ai envie de dire. Alors qu'en est-il concrètement? Alors, comme je dis toujours à chacune de mes chroniques, pour avoir toujours plus d'informations, il convient toujours de se rapprocher d'un expert comptable pour pouvoir aider justement à remplir la déclaration de revenus. Et je ne doute pas donc qu'on va projeter une de mes photos, donc la photo numéro 6, à savoir que cette année, l'Ordre des experts comptables organise l'accompagnement du contribuable, donc pour remplir sa déclaration gratuitement au travers du dispositif alloimpôt.fr. Donc, ce dispositif permet justement de bénéficier d'une aide, d'un accompagnement au travers de numéros verts qui s'affichent actuellement, donc, à savoir le 0800 06 54 32. Donc, les contribuables peuvent composer ce numéro du 15 mai au 23 mai 2017. Ils auront droit à une réponse apportée par un expert comptable de France ou des DAM. Et la réponse donc est gratuite, comme je disais, et en sachant qu'ils ont aussi également ils auront la possibilité de se rendre le 23 mai 2017 au CWTC et ils pourront rencontrer de manière physique un expert comptable éventuellement pour pouvoir leur apporter une réponse. Donc le 23 mai de 8h à 18h. Et donc, pour répondre à ta question sur les frais réels, le contribuable, alors souvent on entend parler de ça, c'est souvent sur la partie qui concerne les salaires. Effectivement, soit on peut bénéficier d'un abattement de 10% sur les salaires, ou alors on peut faire un calcul des frais réels qui correspondent donc à des frais qui ont été engagés dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable. Et ça peut être la somme des frais de transport, des frais de mission qui ne sont pas remboursés par l'employeur. Ça peut être également des frais vestimentaires spécifiques ou alors des dépenses qui ont été engagées pour l'acquisition d'un diplôme, il faut savoir en fait. Donc par rapport à tout ça, des cotisations syndicales, des frais de repas, tout cela permet entre autres d'avoir droit à un abattement au niveau de la partie traitement et salaire, à la partie sur les salaires, excuse-moi. D'accord, très bien. Donc on a vu un petit peu tout ça, on a vu ce qui est donc du foncier. Alors le foncier c'est ce que je disais, le foncier c'est particulier. Il y a parfois le régime du micro-foncier dont peut relever les personnes physiques, à savoir que c'est un régime pour lequel le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année n'excède pas 15 000 euros. Donc c'est un régime sur lequel on a un abattement forfaitaire qui s'applique sur l'ensemble de ces revenus, mais parfois il peut être plus intéressant de relever du régime du réel
pour le foncier parce que ça vous permet de déduire des charges, notamment tout ce qui est intérêt d'emprunt ou taxes foncières que vous n'avez pas le droit de déduire dans le cas du microfoncier. Donc il faut comparer également quelle est la meilleure des solutions pour pouvoir éventuellement diminuer l'impôt sur le revenu. Et il en est de même donc par rapport aux dividendes, donc toujours comme je disais se rapprocher d'un expert comptable parce que vous avez droit à l'abattement de 40% sur les dividendes et également il faut savoir que maintenant que les entreprises ont l'obligation générale de reverser le prélèvement libératoire pour les personnes qui perçoivent des dividendes, ce prélèvement libératoire devient un crédit d'impôt sur la partie des dividendes. Donc là aussi, toujours se rapprocher d'un expert. D'accord, très bien. On rappelle donc la date pour ceux qui prennent la chronique en cours. On parle évidemment de la déclaration d'impôt sur le revenu. Il serait important de rappeler aux téléspectateurs la date limite de dépôt. Alors, date limite de dépôt papier, c'est le 17 mai, donc c'est très bientôt. Date limite de dépôt en ligne, donc sur le www.impôt.gouv.fr, c'est le 6 juin 2017. Très bien, merci en tout cas Emeline pour toutes ces précisions. On arrive donc au terme de la chronique ABC des entreprises. Si vous avez manqué cette chronique, n'hésitez pas, elle sera en ligne d'ici 48 heures sur le zcl.tv. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mandy. Là, j'aborderai la partie qui concerne les déductions, les crédits d'impôt, les réductions d'impôt auxquelles on peut avoir droit. Donc, encore autour de l'impôt sur le revenu parce que ce sera encore l'actualité. Et éventuellement faire une parenthèse sur le prélèvement libératoire à la source. D'accord, très bien. Donc vous l'avez bien compris, restez à l'écoute donc de cette chronique ABC qui nous permet donc d'avoir tout un panel d'informations sur la déclaration d'impôt. Il est 13h25. On marque une deuxième page de publicité et on terminera ce ZCL avec Suzy Zozio et sa chronique Chrysalide. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour donc dans le ZCL. Avant de recevoir Suzy Zozio, faisons tout de suite un rappel des titres pour voir ce qui fait l'actualité donc de ce mardi 9 mai. Et après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, plusieurs réactions, notamment celle des ultramarins, visiblement satisfaits de ne pas voir Marine Le Pen à l'Élysée. Et on l'a vu également, 7 mini-entreprises représentant plus de 140 lycéens mini-entrepreneurs exposer leur production dans le cadre de l'opération Entreprendre en lycée. Ça se passait donc à Carrefour d'Estrélan. Et enfin, l'équipage Cap Excellence de voile traditionnel a ramené donc la Saintoise, construite donc par Alain Foy à Terre de Haut. Il s'agit donc pour les jeunes en insertion triés sur le volet d'appréhender leur canot avant de participer donc aux épreuves qualificatives du TGVT. Voilà, je vous le disais, on termine donc ce ZCL avec notre dernière chroniqueuse Suzy Zozio, la chronique Chrysalide, qui, je pense, comme vous et moi, Danick et moi, nous apporte beaucoup de bien, beaucoup de connaissances. Des fois, on en sort avec le sourire, des fois, on se dit, bon, il y a du tri à faire à la maison, dans les placards, mais bon, c'est pour notre bien-être, pour notre santé. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amidon, a-t-elle donc dit Suzy. Alors pourquoi l'amidon ? Oui, alors c'est vrai que si on s'appuie sur la 3e diapo, on va peut-être mieux comprendre en fait l'importance de cette structure de l'amidon. Et en fait là, comme vous le voyez, l'amidon ressemble à un collier de perles. C'est une structure en fait qui est assez enchevêtrée et chaque perle en fait représente un glucose. Donc voilà, donc l'amidon c'est un enchevêtrement de molécules de glucose. Voilà, il faut le voir comme ça. Donc à la 4e diapo, on voit que pour utiliser ce glucose, puisque l'organisme ne peut pas assimiler l'amidon tel quel. Vous voyez, l'amidon est c'est une longue chaîne. Donc l'organisme est équipé d'enzymes qui va fragmenter l'amidon et libérer les petites boules, donc le glucose, pour que l'organisme puisse l'assimiler. D'accord. Donc jusque-là, c'est normal. Voilà ce qui se passe. Cependant, lorsqu'on regarde la 5e diapo, les produits panifiés, par exemple, tout ce qui est, lorsque vous allez peut-être cuire les racines dans un premier temps, avant de parler de produits panifiés, lorsqu'on va cuire nos racines trop longtemps, le riz trop longtemps, même les pâtes aussi trop longtemps, lorsqu'elles deviennent trop molles, eh bien l'amidon est déjà quelque sorte prédigéré, c'est-à-dire qu'on a déjà cette structure-là. Vous
Vous voyez, et c'est pareil pour tous les produits panifiés. Donc pour les biscottes, pour le pain de mie, pour les galettes de riz soufflées, l'amidon est déjà prédigéré. Or, le travail de digestion se fait normalement dans l'organisme. Et c'est pour ça que ça prend un temps et qu'on dit que ce sont des sucres qui sont lents, ils sont complexes, donc lents, puisque c'est un travail qui prend quand même un certain temps à digérer l'amidon. Cependant, lorsqu'on donne à l'organisme un amidon qui est déjà en quelque sorte prédigéré, eh bien le corps n'a pas grand-chose à faire. Il n'a qu'à l'assimiler. Et c'est pour ça qu'on voit, toujours sur la 5e diapo, qu'il y a un pic de glycémie qui est associé à tous ces produits. Donc tous les produits panifiés, tous les produits qui sont trop transformés, tous les produits qui sont trop cuits, c'est-à-dire tous les amidons, donc les féculents, nos féculents, si on les cuit trop, eh bien on va prédigérer l'amidon, et ce qui fait qu'on va faire augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, trop haut. Vous voyez, le pic, il est assez haut. Voilà. Et en fait, ces aliments, on les connaît bien. À la diapo suivante, alors la liste, elle est assez longue. Et ça, dans le dernier chrysalide, pourquoi on grossit, eh bien, vous pourrez le voir très, très aisément, puisqu'on fait la liste de quelques aliments qui ont un index glycémique élevé. Donc, ça veut dire quoi ? Un aliment à index glycémique élevé, ça veut juste dire un aliment qui va élever la glycémie, un aliment qui va élever le taux de sucre dans le sang. Et un taux de sucre élevé veut dire qu'on oblige le corps à l'utiliser. Alors bien sûr, il va l'utiliser pour le cerveau, qui est un très gros consommateur de sucre. Il y a nos organes aussi qui ont besoin de sucre. Le sucre, c'est le carburant. Mais lorsqu'il y a un trop plein, lorsque le pic glycémique est trop élevé, eh bien l'organisme doit l'utiliser et il va le stocker. C'est ça la question. Où vont-ils après? Ah ben voilà, c'est une très bonne question. Où vont-ils ces sucres? Eh bien, ils sont transformés en graisse. Ils vont alimenter nos cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes, qui vont se charger, se gonfler de graisse. Voilà. D'accord. Alors, si on passe à la diapo suivante, on verra que si on cuit les racines, par exemple, juste à l'eau ou à la vapeur, on évite que ça soit trop mou, on évite de cuire les pâtes trop. On va préférer les pâtes al dente, on va préférer le riz plutôt cuit à l'eau et égoutté par la suite pour libérer un peu d'amidon. Donc on va avoir un index glycémique plus faible. Donc moyen. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à ne pas engorger nos cellules graisseuses. Et ce qui est encore mieux de faire, c'est de laisser le féculent refroidir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer des pâtes froides, du riz froid, des racines froides, pour justement, comment je puis dire, pour justement avoir cet amidon qui sera résistant. C'est-à-dire qu'une fois que l'amidon devient froid, il devient résistant. Ça veut dire qu'il ne va pas facilement être digéré par nos enzymes et il ne va pas facilement libérer du glucose dans le sang. Et il va plutôt être utilisé par nos bactéries qui colonisent notre côlon, qui sont d'ailleurs très importantes pour la santé intestinale. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, alors juste une petite question. Souvent, on nous vend des appareils, par exemple, pour faciliter un petit peu la cuisson. Je pense notamment à la riseuse. Oui. Est-ce que vous savez si ça respecte un peu le délai de cuisson pour pouvoir bien digérer par exemple? Alors, c'est une très très bonne question, puisque le problème avec la riseuse, c'est qu'on évapore l'eau, mais on n'évapore pas l'amidon. L'amidon reste. Donc, alors que si tu cuis ton riz dans de l'eau, c'est-à-dire tu fais bouillir de l'eau et tu mets le riz et tu écoules l'eau en fait que tu vas écouler est de quelle couleur? Elle est blanche. Donc en fait c'est tout l'amidon qu'on n'ingère pas. Alors que dans la cuiseuse, le cuiseur de riz, c'est vrai. On se demande où est passée l'eau. Voilà, on garde l'amidon. L'eau s'évapore, mais l'amidon reste. Donc c'est un riz qui est chargé en amidon. Alors que le riz coulé, comme on le faisait autrefois, est un riz qui est appauvri en amidon, puisqu'on l'élimine. Donc c'est la meilleure façon de cuire le riz, c'est le riz à l'eau qu'on égoutte. D'accord, très bien, c'est important effectivement de préciser. C'est pareil également pour les légumes vapeur. Alors, les racines, parce que
ça arrive aussi. Hein, on peut cuire à l'eau ou à la vapeur. Personnellement, je préfère dire à la vapeur. Ouais. Voilà, puisque on arrive quand même mieux à maîtriser la fermeté et à avoir avoir des ignames ou de la patate douce bien ferme. L'essentiel, c'est d'une part de ne pas trop cuire pour ne pas prédigérer l'amidon et de laisser refroidir pour faciliter la formation d'amidon résistant. Donc en fait, si on cumule ces deux paramètres, eh bien, on ne va pas augmenter trop haut la glycémie. Et donc on va moins et certainement pas du tout engorger nos cellules graisseuses. D'accord. Qui sont prêtes affamées. D'accord. Alors Suzy, bon, j'imagine que dans le dernier numéro, on peut avoir encore plus d'informations. Hein, absolument. C'est 96 pages, c'est 100 pages d'informations en tout genre, puisque on informe, mais surtout on donne des alternatives. Et il y a une partie, en fait, qui s'appelle comment s'alimenter sans grossir. Donc on donne énormément de recettes, de conseils, d'astuces en tout genre. Donc c'est vraiment un magazine à se procurer pour avoir plus d'éléments pour combattre cette prise de poids. D'accord, très bien. Alors j'imagine qu'il y a une question que tout le monde se pose. C'est vrai que Suzy Sozio vient chaque semaine avec des conseils, des recommandations. Mais est-ce qu'elle les met en pratique elle-même? Ça, on doit vous la poser. Oui, bien sûr. C'est une question, tout à fait normale. Alors oui, je les mets en pratique. Alors c'est vrai que lutter contre la prise de poids est un combat. Je ne dis pas que c'est facile. Alors moi, bien sûr, que je peux craquer, bien sûr que je peux manger ce qu'il ne faut pas. Cela dit, je sais que le lendemain, je ferai très attention. C'est-à-dire que je peux même passer par une matinée de jeûne pour justement contrebalancer le fait que j'ai peut-être trop mangé la veille. Donc en fait, c'est un équilibre qu'il faut tout le temps avoir. C'est un combat à mener. Il faut être conscient de ce qu'on a mangé pour que le lendemain, on puisse peut-être moins se manger afin de contrebalancer cette alimentation. C'est vrai que c'est important ce que vous dites. Il faut être conscient parce qu'avant, effectivement, de faire tout ce changement d'alimentation, il faut avoir conscience que ce qu'on indigère n'est pas bon pour notre santé. Et vous êtes là justement pour ça, pour nous aider là-dessus. Et une question, je crois qu'on vous a également posée, est-ce que notamment le jus de fruits qu'on boit à la maison, est-ce qu'il est bon, même qu'on le fait à la maison, est-ce qu'il est bon pour la santé? Alors, c'est une très belle question également, puisque ça tout dépend. Si on est dans une démarche de perte de poids, alors le jus, quel qu'il soit, que vous l'ayez fait à la maison ou pas, il faut l'éliminer. Pourquoi? Parce que le jus, c'est une forme liquide du fruit. Le sucre qui est contenu dans une forme liquide va s'assimiler extrêmement vite. Ce qui veut dire, qui dit assimilation rapide, dit aussi pic de glycémie. Et qui dit pic de glycémie, dit aussi accumulation de graisse. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de consommer les aliments qui s'assimilent, qui se digèrent très vite, qui s'assimilent vite. Donc tous les jus de fruits, quels qu'ils soient, vont s'assimiler très vite. Je veux dire, le glucose, le sucre qui est contenu dans le jus de fruits va s'absorber très rapidement dans le sang, va se retrouver très rapidement dans le sang et il va augmenter le taux de sucre qui va circuler dans le sang. Voilà. Alors que si on consomme un fruit, le fruit c'est une matrice qui est complexe, c'est-à-dire qu'on a de l'eau, on a des fibres, on a des minéraux, des vitamines et des molécules protectrices. Donc c'est tout ça un fruit. Oui. Alors que dans le jus, on perd les fibres. On va perdre un peu de vitamines, on va perdre, puisque lorsqu'on fait du jus, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour certains jus, on enlève les fibres avec la passoire. Oui, effectivement. Pas la passoire, qu'on appelle ça, le tamis. Oui, le tamis. Voilà. Donc, il est préférable de manger le fruit. Et puis, lorsqu'on consomme le fruit, on ne va pas le manger aussi vite que l'on boirait le jus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Et on peut terminer également par cette fameuse loi Lurel, parce que visiblement, beaucoup de téléspectateurs n'ont pas suivi un petit peu de quoi il s'agissait. Donc, je pense que vous avez des détails à nous donner là-dessus. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est une loi qui a été très importante quand même en Guadeloupe, puisque ce qui se passait, c'est que les produits alimentaires fabriqués dans l'Hexagone à destination de la Guadeloupe étaient beaucoup plus sucrés. C'est-à-dire quoi? Par exemple, un produit alimentaire de marque X, fabriqué sous enseigne X, était beaucoup plus sucré pour la Guadeloupe. C'est-à-dire que la même enseigne X, le même yaourt. Oui. On avait
2 fabrications différentes. Une pour l'Hexagone et une à destination de la Guadeloupe, ce qui est déjà un désavantage total, qui est déjà une méprise même totale. Donc la loi Lurel a permis d'équilibrer ces teneurs en sucre. En fait, là où la méprise a été loin, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de produits laitiers, ni de yaourt, ni de boissons, mais il y avait même dans le fromage, dans le jambon. Vous voyez, donc ce qui permettait de rallonger les dates de péremption. Ce qui fait qu'on avait des dates de péremption très 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 longues. Et en fait, c'était pour la poche des fabricants de l'Hexagone, puisqu'ils n'avaient pas à refaire partir en bateau chaque 2 semaines pour alimenter en yaourt ou en boisson ou en jambon ou en reblochon, je ne sais pas. Donc en fait, ils faisaient un seul envoi. Donc cette loi a permis d'aligner les taux de sucre, ce qui est vraiment très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un yaourt de marque X fabriqué dans l'Hexagone et à destination de la Guadeloupe contient la même quantité de sucre. Voilà. Donc cette loi aussi a permis d'aligner également les taux de sucre des yaourts qui sont fabriqués en Guadeloupe sous même enseigne. C'est-à-dire qu'un yaourt qui est fabriqué dans l'Hexagone, d'enseigne X, doit avoir la même teneur en sucre que le yaourt fabriqué sous même enseigne. Donc sur l'enseigne X en Guadeloupe. Même si le lieu de fabrication cette fois-ci est différent, il faut que les teneurs en sucre soient identiques. Voilà. Le problème, c'est que dans le numéro 1 de Chrysalide, on a mis en évidence que la loi n'était pas forcément respectée par toutes les enseignes. Voilà, c'est ça. Et pour finir, il y a eu l'arrêté sur le sucre. En fait, cet arrêté complétait cette loi. Et cet arrêté devait justement permettre de donner une limitation de teneur en sucre dans les produits qui sont fabriqués en Guadeloupe, mais qui n'ont pas d'équivalent hexagonal. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas sur le marché hexagonal. Eux, ils n'étaient pas soumis à la loi, puisqu'ils n'ont pas de limitation, de teneur en sucre. Donc, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc, cette loi devait leur donner des limites. Malheureusement, l'arrêté tel qu'il est sorti n'a aucune valeur. C'est vrai que je disais mardi dernier, peut-être qu'on n'a pas bien compris, que lorsque l'arrêté est apparu, c'est vrai que tout le monde a dit « enfin ». Mais lorsqu'on lit les textes, il n'y a rien qui ne donne une limite aux producteurs antillais. Une limite de teneur en sucre aux producteurs antillais. Donc encore une fois, la loi est vraiment à revoir et je pense qu'il faudrait même que des associations de consommateurs se lèvent parce que là c'est la santé de nos enfants qui est vraiment en jeu. Absolument. Très bien, on vous remercie beaucoup Suzy pour cette nouvelle chronique. On vous retrouve donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continuera sur cette même lancée. À vous également qui avez peut-être pris cette émission en cours et qui souhaitiez donc revoir cette chronique, c'est simple, zcl.tv. D'ici 48 heures, vous pourrez retrouver l'ensemble de l'émission de ce 9 mai. Et bien voilà, l'édition se termine. Il est 13h46. On se retrouve demain avec Dany Xandonis évidemment dès 12h30. Bon appétit, vous êtes encore à table et je vous dis à demain.